Je suis très connu aux États-Unis, mais d'une manière assez bizarre. D'un côté, je suis reconnu comme quelqu'un qui enseigne dans une grande université, j'ai beaucoup d'élèves qui sont maintenant des professeurs dans les autres universités. J'écris beaucoup. J'ai écrit, je ne sais pas, 24 livres qui circulent dans toutes les langues. J'ai ce côté, mais j'ai le côté aussi intellectuel engagé. Et pour beaucoup de gens, surtout à New York, je symbolise la Palestine. Édouard Saïd, en 2002, à l'occasion de la parution de son livre Mémoire à contre-voix aux éditions du Serpent à Plume. Merci de nous rejoindre sur France Culture si vous n'y étiez pas jusqu'ici. Vous faites bien, en tout cas, de nous rejoindre si vous arrivez maintenant. On est ensemble jusqu'à 13h30 avec à mes côtés Antoine Mercier et notre invité, la romancière et essayiste Dominique Hédé, pour son livre Édouard Saïd, le roman de sa pensée aux éditions La Fabrique. À la fois biographie, autobiographie, essai, monographie, un hommage sûrement à Édouard Saïd, l'intellectuel américano-palestinien qu'elle a bien connu jusqu'à sa mort en 2003 et dont elle a contribué à traduire et publier les œuvres en France. En charge notamment de la sortie de l'un de ses ouvrages phares, L'Orientalisme, où le professeur à la Columbia University de New York analysait le système de représentation de l'Orient par l'Occident, notre fabrique de l'autre. Critique, il l'était à l'égard de nos préjugés anti-arabes. On va revenir ensemble sur la vie et l'œuvre donc de cet intellectuel qui savait déplacer les frontières réellement. Bonjour à vous, Dominique Hédé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un retour aux sources de sa pensée à travers ses nombreuses influences et pour les plus surprenantes, Joseph Conrad, que vous étayez, Michel Foucault, Glenn Gould. Vous le racontez, cet homme, Édouard Saïd, surtout en auteur-orateur qui savait mettre en scène sa pensée, un art de la parole. Il aimait convaincre, Édouard Saïd? Je crois que oui. Je crois que oui, mais pas n'importe comment, ni jamais sans argument. C'était quelqu'un qui tranchait par un immense sérieux dans le travail, donc il doit beaucoup de sa notoriété à son goût de la précision et d'un travail vraiment inlassable. Il a, de ce point de vue, été un cas presque unique dans le milieu, disons, des intellectuels engagés du monde arabe, puisant dans la pensée critique occidentale. En ce sens qu'il avait une réactivité très grande et que, par exemple, je ne peux pas ne pas penser un jour comme aujourd'hui où nous apprenons donc que le président des États-Unis déclare Jérusalem capitale où transférer l'ambassade américaine. Un jour comme aujourd'hui, il est certain que si Saïd était en vie, il aurait déjà été devant un nombre incalculable de micros pour rappeler sans excès mais avec précision une fois de plus que l'histoire ne se déclare pas à coup de déclarations intempestives, que une ville n'est pas le bien d'une population, que c'est une histoire en mouvement, qu'on ne peut pas revenir à 3000 ans pour décider qu'entre-temps rien ne s'est passé dans un certain lieu qui est Jérusalem, et que cette ville appartient, et c'est ça qui est heureux, ou qui devrait l'être, appartient à tous, appartient à 3 religions monothéistes, avec évidemment la religion juive. Edward le disait encore peu avant de mourir, qu'il fallait pas que la revendication de Jérusalem soit celle d'un camp contre l'autre. Il a toujours tenu à établir du lien et à rappeler qu'il s'agissait de ne pas se déposséder les uns les autres, donc surtout pas de réclamer cette ville pour les uns contre les autres. Alors Édouard Saïd, Jérusalem, c'était sa ville natale. Lui, le Palestinien, parti plus tard enseigner, notamment aux États-Unis. Il avait la double nationalité de par son père aussi. Ce transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, qui vaut reconnaissance par les Américains de Jérusalem comme capitale d'Israël. On imagine bien sûr que ça ne lui aurait pas trop plu, mais est-ce qu'il y aurait surtout vu dans cette décision empirique un contresens historique ou une erreur stratégique, politique? Sans doute les deux. Un contresens historique, il l'a dit.
il n'aurait pas été si surpris que ça, parce que il faut se souvenir qu'en 95, le Congrès américain avait recommandé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, et que les 3 présidents qui ont précédé l'actuel c'est-à-dire Bush, Clinton et Obama, ont, pour se faire élire, eu besoin de déclarer Jérusalem capitale indivisible d'Israël. On a tendance à l'oublier. Mais nous avons vécu sous le régime d'un double discours diplomatique, qui était celui qu'on adressait Thomas pour se faire élire et celui qu'on tenait dans les couloirs des ambassades pour essayer d'avancer à petits pas. Ce monsieur Trump est passé à l'acte. Donc c'est une transgression qui est évidemment un choc, mais qui n'est pas une surprise pour qui a suivi de près cette logique catastrophique de mon point de vue pour tout le monde. Et c'était le point de vue d'Edward Said, c'est que ce n'était ni pour les Palestiniens évidemment, ni à terme pour les Israéliens une politique favorable. Cette décision du Congrès de 95 sur laquelle Donald Trump s'appuie aujourd'hui aussi pour justifier sa décision et qui contredit celle de la communauté internationale plutôt unie et vent debout contre ce choix fait aujourd'hui par les Américains. Vous, à ce sujet, au sujet de Jérusalem, est-ce que vous pensez la même chose que ce qu'il aurait pensé et ce que vous venez d'évoquer, Dominique Hédé? Vous mettez souvent en avant les mots de Germaine Tillon. Il manquait à ce centre des 3 grandes religions du livre, le christianisme, le judaïsme et l'islam, une 4e religion, celle du bon sens. Elle disait que ces 4 religions ensemble, il serait important qu'elles se mettent d'accord pour considérer Jérusalem comme un centre nerveux tout à fait indiqué pour le monde tel qu'il est. Il est comment ce monde, justement? Ce serait quoi un Jérusalem à l'image de ce monde? Vous savez, Jérusalem, on le voit bien, c'est presque c'est le noyau, qu'on pourrait dire à la fois symbolique, peut-être même psychotique, en tout cas religieux et imaginaire au sens très large du terme, d'une région et au-delà d'elle, des esprits, je dirais, de par le monde. Quand on voit que la décision de Trump a été très influencée par les évangélistes, qui sont à 82% favorables à cette déclaration de Jérusalem, capitale d'Israël, on voit bien que Jérusalem n'est pas localisée géographiquement dans les mètres carrés qui sont les siens. C'est une ville qui fait réagir les têtes, je dirais, non pas du monde entier, je ne dis pas que au fin fond de la Chine on s'y intéresse, mais oui, Jérusalem est une ville qu'on ne peut pas concevoir uniquement comme un territoire physique et géographique. Cela dit, Jérusalem a toujours été occupée par quelqu'un. Ça a été occupé par les Romains, ça a été occupé par les Grecs, ça a été occupé par les Ottomans, par les Croisés, par les Jordaniens, etc. D'où le Il n'y a fait jamais que eu ce statut dont vous parlez précisément aujourd'hui. Non, mais justement, par exemple, quelqu'un comme Joachim Barak, et je renvoie les auditeurs à un livre qui a été publié sur Jérusalem en 2000 par les éditions Sinbad Actes Sud, qui est très important, s'y trouvait notamment un texte de ce grand lettré chrétien libanais qui était le père Moubarak et qui disait que il y avait là que c'était une zone de passage et que il prononçait quelque espèce de continuité prétendument raciale était un contresens historique. Avec cela, Edward Said était totalement d'accord. Ça ne peut avoir un sens pour soi, comme pour la région, comme pour le monde, qu'en tant que lieu totalement mixte, cosmopolite, vivant, et dans l'état où sont les esprits, on ne pourrait que souhaiter que cet état de cosmopolitisme soit garanti par une forme de neutralité et d'intervention, oui, des différents pays, des différents États qui se réuniraient pour penser enfin intelligemment le sort de cette ville et avec elle
des têtes, parce que vous savez, actuellement, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est peut-être quelques manifestations, c'est peut-être beaucoup. On ne peut pas préjuger. Mais le vrai dommage n'est pas sur le terrain immédiatement. Le vrai dommage est une bombe à retardement, il est dans les têtes. Il ne faut pas oublier que quelqu'un, par exemple, comme la chanteuse Férouz, chantant El Quds, il y a 30 ou 40 ans, se promenait dans les têtes de tous les Arabes, des pays arabes, c'est-à-dire dans des millions et des millions de têtes. C'était un imaginaire qui nous habitait. Alors, de manière rationnelle, sans doute pas. Mais qu'est-ce qui est rationnel? Et ça, nul n'est mieux placé, je dirais, que l'intellectuel, je dirais, juif, pour comprendre ce que peut avoir l'imaginaire de non rationnel, mais de réel en même temps. Et justement, faire de Jérusalem un centre du renouveau pour les imaginaires, vous nous dites Dominique Hédé, tourner vers l'avenir. Le problème, et c'est ce qu'évoquait Yuval Harari, historien israélien, invité de la Grande Table en septembre dernier pour son ouvrage Homo Deus, le problème, c'est que la plupart des nations aujourd'hui sont encore obsédées par leur passé. Elles sont incapables d'envisager l'avenir, et ça, il le disait à propos de la Russie, des États-Unis, mais aussi d'Israël, son pays. Toutes les visions que nous voyons, toutes les nouvelles visions, ce sont des fantasmes nostalgiques sur un retour vers le passé. Donc il y a Donald Trump qui promet de rendre l'Amérique forte à nouveau, et peut-être de revenir aux années 1980 ou même aux années 1950. Il y a Poutine en Russie. Et 100 ans après la révolution communiste, il semble que la vision de Poutine, c'est revenons à l'empire du tsar. Et au Moyen-Orient, il y a Daesh. Et eux veulent revenir au 7e siècle et créer un califat islamique. Et dans mon pays, Israël, des gens sont encore beaucoup plus radicaux que Daesh, ils veulent revenir 2000 ans en arrière et revenir au temps biblique. Mais personne n'a de vision sérieuse pour l'avenir. Et voilà ce que je dis. Le système politique, je crains qu'il soit brisé. Je crains que si nous sommes incapables d'avoir une vision politique pour l'avenir, nous ne serons pas capables de résoudre les problèmes immenses posés par les nouvelles technologies. Dominique Hédé. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Harari, dont j'ai lu le livre d'ailleurs avec passion et terreur, puisque on voit bien tout de même que notre vieux discours politique, celui dans lequel je suis encore un petit peu, d'ailleurs je m'en aperçois en parlant, nous sommes encore en train d'utiliser un vocabulaire qui est déjà périmé. Et cette mutation que nous voyons sur le terrain, nous avons plus de mal à nous la figurer sur le plan du langage. Or, nous sommes déjà en retard quand nous parlons sur ce qui nous attend. Et Harari, de ce point de vue, a beaucoup à nous apprendre, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle est quelque chose que notre milieu, je dirais, soit d'écrivains, soit d'auteurs, d'intellectuels, de philosophes ou ce qu'on voudra, est tenté de mettre de côté et de continuer à penser le monde politique en dehors de ce nouveau pouvoir qui est en train de se développer et de nous poser énormément de questions. En ce sens, pour revenir à Edward Said, je dirais... Est-ce que lui avait justement cette vision politique alors, pour l'avenir? Est-ce que sa pensée est toujours actuelle? Oui, il avait une vision absolument de l'avenir. Sa pensée est actuelle. C'est pour ça que même quand on revient à un texte de 95 sur Jérusalem, juste au moment où le Congrès déclarait ce que nous venons de dire, Jérusalem, capitale d'Israël, Saïd écrivait aussitôt, là où d'autres mettent 20 ans pour écrire. Et cette réactivité a fait qu'il a dit sur le champ ce qui malheureusement n'a pas été entendu et qui donne le résultat d'aujourd'hui. Il aurait dit aujourd'hui, très probablement, enfin j'ai horreur de parler au nom de ceux qui ne sont plus, donc je reprends ma phrase, disons que on peut supposer que Saïd aurait en effet compris
que nous changions d'époque, que cette mutation dont on parlait tout à l'heure ici autour de cette table devait aussi nous amener à une mutation sur le plan du langage et que nous n'y sommes pas encore. Vous pouvez préciser ça parce que vous nous dites mutation sur le plan du langage. Donnez-nous peut-être à voir cette chose-là. Écoutez, je vais essayer. Il y a d'une part ce qui est la réalité concrète, c'est-à-dire dans une ville où se trouvent 300 000 Palestiniens à l'Est, dépossédés chaque jour de leurs habitations, de leurs droits et de leurs chances de survie. Il y a là une bataille sur le terrain qui est très claire, où il faut venir au secours de cette Jérusalem arabe palestinienne. En même temps, il faut pouvoir penser ces réalités sur le terrain dans le cadre d'une pensée beaucoup plus vaste qui, en effet, s'appuie sur le pluralisme, s'appuie sur ce nouveau mouvement dans lequel nous sommes, où les peuples sont partout en même temps, où la géographie n'a plus les mêmes pouvoirs qu'avant. L'espace est dynamité quelque part par cette nouvelle technologie qui fait qu'on peut aller de Jérusalem à Rio en pressant sur un bouton. Il y a donc dans le rapport entre l'espace et le temps quelque chose qui a changé, et on dirait que Jérusalem est comme l'abcès de fixation de cette ancienne logique du rapport entre le temps et l'espace qui ne trouve plus à se loger au même endroit. Tant et tellement que pour Édouard Saïd, on ne pouvait pas résoudre le conflit, la crise du Proche-Orient si on ne s'attelait pas à cette question de Jérusalem. Il faut quand même rappeler qu'il était certes un intellectuel engagé, mais qu'il a été aussi membre du Conseil national palestinien de 77 à 91, et qu'à propos de Jérusalem, ça faisait vraiment partie pour lui des 4 sujets. Et aussi pomme de discorde avec la question des réfugiés, celle des colonies et du partage de l'eau, sur lesquelles Édouard Saïd refusait de transiger, estimant qu'elle devait faire partie d'un accord de paix. Il a souvent eu des points de désaccord avec les représentants et responsables de l'autorité palestinienne, avec l'OLP. Il était notamment très remonté, il faut le dire aussi, contre la corruption et l'opportunisme, selon lui, de ses représentants. À quel moment a-t-il pris ses distances avec l'action diplomatique et politique des responsables palestiniens sur ce sujet? Au tout début des années 90, donc en 91, il avait en effet des critiques sur plus d'un plan, celui de la corruption évidemment, mais plus grave encore, je dirais, pour l'histoire, l'absence, l'incompétence, une très mauvaise table de priorité, c'est-à-dire que le pouvoir a davantage défendu sa représentativité que les droits de son peuple, et si bien que les accords d'Oslo, qu'il a été un des rares à contester avec autant d'arguments et de puissance, ont été en effet un fiasco total, et l'histoire lui a donné raison, c'est absolument incontestable. Il disait notamment que la question de Jérusalem, de l'eau, de l'électricité n'avait pas été traitée, et surtout celle des colonies, parce que rappelons tout de même d'un mot très vite que de 93 à aujourd'hui, la colonisation a triplé. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, on a 3 fois plus de colons que du temps des accords d'Oslo. C'est quand même peu dire qu'il avait raison. Vous parlez beaucoup dans cet ouvrage, Édouard Saïd, le roman de sa pensée, de son livre, de son œuvre phare, l'orientalisme, puis de celui qui a suivi, Culture et impérialisme, ces 2 œuvres phares, comme une aventure intellectuelle solitaire, écrivez-vous. À propos du Proche-Orient, on va écouter quand même sa voix. Voilà ce qu'il disait sur la position d'Israël dans le conflit israélo-palestinien, très lié, selon lui, à l'orientalisme américain. What you have, in effect, is the creation of a Jewish state in the middle of the Islamic Oriental world. Vous avez là, en effet, la création d'un État juif en plein cœur du monde islamique oriental. Et le fait que c'est un État juif et un État occidental autoproclamé. La coïncidence entre les intérêts américains et israéliens est plus grande encore que celle entre les intérêts américains et l'Iran ou l'Arabie saoudite, qui sont très importants à cause du pétrole. Je pense que la présence de cet autre facteur très anti-islamique, qui est qu'Israël considère l'ensemble du monde arabe comme ennemi, a été importée à même l'orientalisme américain. L'idée par exemple que les terroristes du Hamas en Cisjordanie ont pour seul objectif de tuer des enfants juifs
est une conséquence de ce phénomène. On accorde très peu d'attention au fait que l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza dure depuis 30 ans. C'est la plus longue occupation militaire du siècle. On a donc l'impression que le seul problème est que la sécurité d'Israël est menacée par le Hamas, les kamikazes et tout le reste. On ne dit rien à propos des millions de Palestiniens qui sont dépossédés, qui vivent une vie misérable. Là, on entend bien le parti pris très clair, Dominique Hédé, d'Edouard Saïd sur ce sujet. C'était en 98, cette analyse. Oui, et peut-être que justement, partant de ce de ce que nous venons d'entendre, ce que peut faire aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne par rapport à la position, à cette nouvelle ligne de fracture ouverte par Trump, c'est de se concentrer sur la zone C, c'est-à-dire sur 60% de la Cisjordanie et de Jérusalem, pour que, au moins, sur cette zone, ils puissent réclamer désormais de manière très radicale, très claire, très nette, que cette colonisation, cette dépossession dont parle Saïd, cesse. Et peut-être, s'il faut trouver quelque chose d'un peu positif à la situation actuelle, ce serait que les paroles vont peut-être se libérer du joug américain qui est en train de faire cavalier seul dans une direction extrêmement dangereuse. Vous rappelez qu'il y avait quelque chose de très important pour Edouard Saïd, c'était le facteur temps. Il l'inclut, le ramène toujours au cœur de ses travaux. Et vous écrivez le rapport au temps ou le point de départ plus ou moins solide, plus ou moins fragile, à partir duquel le présent peut négocier sa survie et simultanément créer de l'avenir. Voilà ce qui était très important pour Edouard Saïd. C'était même une donnée fondamentale et récurrente qu'il traitait inlassablement dans son travail. À ce propos, quel regard porterait-il pour vous aujourd'hui sur l'état psychologique, presque autant que politique du monde arabe, à l'heure des fractures confessionnelles qui sont quand même très vives aujourd'hui, notamment entre chiites et sunnites? Oui, lui, comme tous les autres, comme nous tous, sommes désespérés, mais en même temps désespérés en tout cas par le présent, par cette destruction massive d'une région. C'est monumental ce qui se passe depuis la première guerre du Golfe, c'est une dégringolade générale, un morcellement de la région, et nous arrivons maintenant au cœur du cœur, qui est Jérusalem. C'est effectivement très inquiétant, mais Saïd, vous parliez de ce rapport au temps, avait en effet un rapport musical au temps, c'est-à-dire installer le mouvement. Et je disais il y a pas longtemps que c'est exactement cette répétition positive de la musique qui permet à du temps de générer du temps, à un instant d'en créer un autre qui, même très peu différent, et nouveau, est exactement le contraire de la répétition négative du conflit israélo-palestinien qui reproduit constamment la même chose en pire. Donc, il a été constamment à contre-courant de cette répétition négative. Il a voulu mettre du mouvement, il a voulu aller de l'avant, et il avait une conception du temps qui est qu'un temps en génère un autre. Là, il rejoint Harari, quand Harari dit il faut que nous regardions de l'avant et que nous ne nous arc-boutions pas sur du passé légendaire, mythique, inventé de part et d'autre. Avant de mettre du mouvement, il a créé de la rupture, et notamment avec cet ouvrage, l'orientalisme, l'idée d'un Orient créé par l'Occident, monstre de fantasmes et de préjugés. Ça lui a attiré quand même beaucoup d'ennemis, y compris dans le cercle universitaire. Que disaient ses détracteurs? Qu'est-ce qu'ils lui reprochaient? Beaucoup de choses. C'est un grand débat qui a lieu un peu partout de par le monde et que je n'ai d'ailleurs pas repris intégralement dans ce livre parce que d'autres allaient et avaient déjà fait beaucoup mieux que je n'aurais pu le faire. Mais je vous dirai rapidement que c'était assez insupportable pour ceux qui s'étaient assis confortablement sur un savoir accumulé sur deux siècles, de voir le sol bouger sous leurs pieds, c'est-à-dire d'être renvoyés à une mise en cause très fondamentale de ce sur quoi ils s'appuyaient. Donc, quand Saïd est venu leur dire, texte à l'appui, pourquoi Renan avait une position paternaliste, pourquoi même des auteurs très prisés comme Victor Hugo ou Chateaubriand tenaient des propos qui étaient sur cette question même de l'Empire
totalement confisqué totalement l'imaginaire et la réalité orientale au profit de leur propre imaginaire. Ce n'était pas qu'il déclarait une guerre, loin de là. Il créait une rupture dans l'histoire du savoir et dans le regard d'un savoir sur l'autre, mais en créant cette rupture, il invitait au mouvement, c'est-à-dire il invitait à ce que de l'autre côté, on s'intéresse au récit, au narratif, comme il disait, de l'Orient sur lui-même et sur l'Occident. Donc il était de nouveau dans une position de passeur. Il y a quand même peut-être une contradiction, en tout cas dans vos propos, parce que vous nous parlez de regarder l'avenir ensemble. Donc vous parliez aussi, j'imagine, des juifs, des chrétiens, des musulmans, oui, et indépendamment au-delà des religions. Bien sûr. Puis après, vous nous expliquez que cette création de l'État d'Israël est totalement artificielle, fabriquée par l'Occident, etc. Je ne crois pas avoir dit ça. Il y a une exclusion. Est-ce que vous avez trouvé dans mon texte ou dans ce que j'ai dit? Dans ce qu'on a entendu d'Edouard Saïd tout à l'heure, il y a quand même une création d'un État juif autoproclamé qui est le représentant de l'Occident, etc. Donc qui n'est pas naturellement intégré. Déjà, il faut se référer donc à Edward, qui a dit, oui, c'est un État qui a été autoproclamé en 1917. Nous savons tous cette déclaration Balfour, qui était d'ailleurs adressée à certains Rothschild, qui était le financier du mouvement sioniste. Donc, c'est dire que les relations entre l'argent et le politique sont anciennes. Oui, à ce moment-là, il y a eu une autoproclamation due à la politique anglaise. Et là, c'est l'histoire. Je ne peux pas la faire en 5 minutes autour d'une table. Mais il y a, de ce point de vue, oui, une autoproclamation au XXe siècle. Ceci n'exclut pas que Edward a toujours reconnu qu'il y avait dans l'imaginaire d'abord cette histoire ancienne, antique, n'est-ce pas, du royaume d'Israël, mais qu'il n'allait certainement pas céder des siècles d'histoire à ceux qui n'avaient habité cette ville qu'un certain temps. Donc il faut là encore réinjecter de la nuance en permanence sur un sujet qui est quand même très explosif. Et moi je voudrais dire juste un petit mot, si vous permettez. C'est pas du contresens, mais c'est, de mon point de vue, un peu à côté, inévitablement, à cause de l'actualité. Mon propos est un peu à côté de ce que j'ai fait dans ce livre, parce que dans ce livre, j'ai essayé en un sens de sortir de l'actualité. Et vous voyez comme elle nous rattrape. Elle a rattrapé Edward, elle a rattrapé beaucoup de gens qui avaient 1000 autres choses à dire et qui ont été pressés de réagir à des politiques très brutales qui échappaient à leur volonté et qui n'ont cessé de nous traumatiser, de nous bousculer et de nous empêcher de creuser, d'aller au fond et de rejoindre par le fond l'autre. Il est arrivé à le faire, lui, à travers cette relation merveilleuse qu'il a eue avec Barenboim, où ils ont pu, lui et ce musicien, aller penser, faire, agir ailleurs que dans ce débat clos, fermé, rigide, qu'on nous impose avec tant de brutalité et qui nous empêche de créer de l'altérité. C'est à cela qu'aspirait Edward Saïd. Et nous sommes constamment même dépossédés du sujet que nous voudrions traiter. Avec Daniel Barenboim, le chef d'orchestre israélien, ils ont ensemble mené tout ce projet pour la paix à travers la musique qui était très importante pour lui. Et vous le rappelez effectivement, Edouard Saïd, dans ce livre, Edouard Saïd, le roman de sa pensée. On va l'écouter expliquer lui-même alors son projet, parce que moi j'essaie de revenir à cette œuvre phare qu'est l'orientalisme, si vous le permettez. Oui. Il y explique en 2 points dans ce que l'on va entendre, ce qui l'a amené à questionner cet orientalisme, c'est-à-dire cette vision impérialiste d'une certaine culture occidentale. Oui. Mon intérêt pour l'orientalisme a 2 causes. La première fut de circonstance. Il s'agissait du conflit israélo-palestinien de 1973, qui avait été précédé de nombreuses images, de nombreuses discussions dans les médias et dans la presse populaire. Discussions à propos de la couardise des Arabes, de leur incapacité à se battre, du fait qu'ils étaient toujours voués à perdre à cause de leur absence de modernisme. Tout le monde fut donc surpris lorsque l'armée égyptienne franchit le canal en octobre 1973
et prouva que, comme tout le monde, elle pouvait se battre. C'était donc la cause immédiate. Et la seconde cause remonte bien plus loin, dans ma propre vie. Il s'agit du constat d'une sorte de dissymétrie que je ressentais entre ma propre expérience en tant qu'arabe et la représentation des arabes dans l'art. Je parle de grands artistes, comme Delacroix, Ingres, Jérôme, des gens comme ça, ou même des romanciers qui ont écrit sur l'Orient, comme Disraeli ou Flaubert. Dans ces représentations de l'Orient, il y avait peu de choses à voir avec ma propre expérience. J'ai donc décidé d'en écrire l'histoire. Voilà, une histoire des représentations par Édouard Saïd. Et là, on retrouve dans cette explication qu'il en donne de ce grand projet, cette double influence intellectuelle, artistique aussi, qu'il a porté à interroger ces représentations que nous pouvions avoir, que nous avons peut-être encore en grande partie, ici en Occident, sur l'Orient, cette fabrique. Oui, cette fabrique, je crois qu'elle est encore d'une actualité redoutable. Et c'est en cela que Saïd est encore, et même peut-être plus que jamais, très utile pour réfléchir cette manière dont on mène l'histoire au mépris de ce que les populations vivent, imaginent, ressentent, parce que très souvent le rapport de force reste celui des puissances dominantes, de l'argent, mais il y a, vous savez, orientalisme est une œuvre si complexe et si dense que si vous me voyez hésiter à la résumer en 2 phrases, c'est que c'est un peu dommage à chaque fois de ne prendre qu'une partie de ce livre. J'expliquais à des étudiants récemment que même s'ils lisaient attentivement un chapitre plutôt que le livre entier, ils mettraient déjà un pied dans cette pensée très complexe où il ne s'est pas agi à aucun moment, il le dit dans sa préface à Orientalisme des années plus tard, il ne s'est pas agi de défendre une culture contre l'autre, jamais. Il s'est agi simplement d'aller dénicher au sein d'un certain discours occidental, que ce soit par la peinture, la musique, ou la littérature, ou la philosophie, ou la philologie, d'aller chercher ce qui ne relevait que d'un certain égocentrique imaginaire et non pas de la réalité telle qu'elle était vécue. Alors c'est évidemment un débat interminable. Et puisque vous remontez le fil de sa pensée, qu'il nous reste 1 minute, est-ce qu'il y a eu quand même non pas des zones d'ombre, mais des angles morts, des aveuglements, vous diriez aujourd'hui, d'Édouard Saïd sur ces questions dont il a eu à traiter? Puisque c'est un retour sur l'histoire qu'on est en train de faire aussi. Oui, je ne dirais pas des aveuglements. Je dirais qu'il a peut-être, sur certaines questions, été, obligé de se focaliser davantage sur certains combats au détriment d'autres. Disons qu'au moment où s'est écrite son œuvre, la question, par exemple, des chrétiens d'Orient n'avait pas encore l'acuité, la gravité qu'elle a aujourd'hui. Il aurait peut-être revu certaines pages pour inclure la menace qu'aurait pu faire peser une mauvaise tournure. Le monde arabe s'est tordu le pied. Il s'est cassé sous des pressions internes qui étaient celles de ses gouvernants et sous celles d'Israël et des États-Unis et de l'Europe derrière. Donc, tout cet effondrement, on le voyait venir, mais on ne pouvait pas en mesurer toutes les conséquences. Par exemple, que les chrétiens allaient être mis à la porte. Merci beaucoup Dominique Hédé, on aurait bien continué à en parler avec vous. On terminera du coup sur vos mots. Le monde dont traite Saïd, qui se définit comme un intellectuel laïque, est un monde debout, adossé au néant, au même titre que les nombres. Édouard Saïd, le roman de sa pensée, votre livre à lire est paru aux éditions La Fabrique. Merci à vous et à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé cette émission tout au long de la semaine.